Je partage complètement la lecture. Je pense que c'est exactement la situation dans laquelle on est. Maintenant, il va falloir qu'on définisse le mot barbarie. Parce que c'est ça le problème, en fait. Dans socialisme barbarie, qui était le grand ancêtre de l'idée, il y avait une certaine idée aussi de la barbarie inhumaine, du capitalisme et autres, ou bien encore de la barbarie nazie, enfin, en tout cas de la Seconde Guerre mondiale dont on était à peine émergé. Je crois que c'est un peu compliqué de donner une définition univoque de la barbarie. Moi, je fais partie de ces écologistes qui, depuis les années 2010-2012, proposent de façon très régulière qu'on ne se perde pas trop de temps à clamer à quel point on est anti-système, parce que c'est évident, et que plus on clame qu'on est anti-système, plus on fait le jeu de ceux qui sont anti-système et qui grandissent, qui crient plus fort que nous. L'exemple que je prends toujours, l'exemple historique, c'est celui de 1974 en France. René Dumont et Jean-Marie Le Pen sont tous les deux candidats à la présidence de la République. Et Jean-Marie Le Pen fait la moitié des voix de René Dumont. Voilà, il fait quelque chose comme 200 000 voix et Dumont fait en 370, quelque chose dans le genre. Donc c'est ridicule comme score dans un cas comme dans l'autre. Il n'empêche que 20 ans, 30 ans plus tard, la soupe brune a fait grandir un peu plus vite que la soupe verte. Pourquoi ? Parce que justement, la soupe brune a su se positionner comme une alternative au système dans lequel nous sommes. Les écologistes, eux, le sont. Mais ce n'est pas une alternative au système lui-même de la façon dont ils doivent se présenter. Ils doivent se présenter comme une alternative à l'alternative. Pas une alternative à l'alternance, mais une alternative à l'alternative. Je sais que ça paraît un peu comme un gimmick, mais en fait, l'essentiel à retenir là-dedans est quoi ? Que l'écologie, en fait, c'est une autre forme de rapport à nous. C'est une autre forme de rapport aux autres et c'est une autre forme de rapport à la planète. Et rien que ça, c'est ça, en fait, l'alternative. Aujourd'hui, nous sommes dans un système barbare parce que l'alternative qui nous est proposée est soit de continuer à détruire le vivant, à nous exploiter les uns les autres, à exploiter les richesses et les ressources naturelles, soit d'arriver dans une forme particulièrement dégradée de cette exploitation, sous forme principalement xénophobe, réactionnaire, même quand elle a une petite idée écologique. Donc en gros, on est soit dans un système qui nous propose de nous réconcilier avec nous-mêmes, individuellement et collectivement, ou de continuer, dans un sens comme dans l'autre, à faire ce qu'on fait, soit en pire, soit simplement en accéléré. Donc oui, écologie ou barbarie, c'est la grande question qui se pose aujourd'hui. Alors, la démocratie, certainement pas. La démocratie libérale représentative, oui. Il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce que c'est que la démocratie en fait ? Si on fait une équation démocratie égale élection, d'abord il y a des tas de pays qui ont des élections qui ne sont pas des démocraties, et puis il y a des démocraties en fait, qui peuvent vivre aussi sans élection. Par exemple avec un tirage au sort, ce genre de choses. À Athènes, il n'y avait pas nécessairement des élections à chaque fois. Donc ça c'est déjà une première chose. Je pense qu'il faut qu'on se débarrasse de l'idée historique que nous avons, qui est que le régime dans lequel nous sommes est le régime d'aboutissement de l'humanité. Ça, effectivement, c'est une connerie monumentale. En revanche, la démocratie a une histoire. Elle progresse ou elle régresse. Mais la démocratie, en fait, c'est une idée. Une idée dont comme dans un livre, il y a des chapitres. Et je crois qu'il est l'heure d'écrire le nouveau chapitre de la démocratie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut revenir peut-être à la définition première de la démocratie. Qu'est-ce que c'est la démocratie ? La démocratie, c'est une communauté politique qui décide collectivement des défis auxquels elle doit faire face et des réponses qu'elle veut y apporter. C'est ça en fait la démocratie. On dit souvent, quand on est dans le système français ou autre, quand on fait référence à l'idée de la nation, on dit souvent que la nation c'est le plébiscite de tous les jours, en citant Ernest Renan et son fameux discours à la nation. Mais lui-même d'ailleurs dit bien que la nation n'est pas éternelle. Moi je crois que le mot nation à l'époque, à la fin du XIXe siècle, là est utilisé pour ce que nous on utiliserait comme le mot démocratie. C'est quoi ? La démocratie, c'est un plébiscite quotidien. C'est le plébiscite quotidien des gens qui disent « oui, on veut vivre ensemble ». Mais on veut vivre ensemble, pas parce qu'on s'aime bien. En fait, en démocratie, on ne s'aime pas beaucoup nécessairement, on ne se connaît pas nécessairement même. Mais on veut vivre ensemble parce qu'on considère qu'on a des choses à faire ensemble, on a des défis auxquels on doit répondre ensemble. Et l'écologie, par définition, peut être le moteur d'une nouvelle forme, d'une redéfinition de la démocratie. Pourquoi ? Parce qu'elle identifie des défis qui sont très clairs et elle propose des voies pour y répondre.
Mais il n'y a pas que ça. Ça pourrait être aussi les inégalités qui font partie du corpus idéologique de l'écologie, mais qui ne s'y résument pas nécessairement. On pourrait considérer que c'est une urgence absolue et que c'est ça qui doit fonder la démocratie. Fondamentalement, le problème de la démocratie, c'est de la prendre pour ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire ses institutions. Ces institutions sont mortelles. L'idée de la démocratie, elle est vivante. Elle est une forme de gestion du conflit, elle est une forme de gestion du dissensus, elle est une forme d'organisation de la cité, et elle est une forme d'organisation de la cité qui doit en fait aboutir à une émancipation individuelle et collective. Jusqu'ici, au cours de l'histoire de l'humanité, on n'a connu que les émancipations individuelles ou les horreurs collectives. Et ça, c'est le grand défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, et que les institutions de la démocratie libérale représentative ne sont plus tout à fait en mesure de nous permettre de résoudre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une captation très forte des intérêts, de l'intérêt général par les intérêts privés, parce que dans tout système, il y a une rente qui s'établit, une rente politique tout simplement, que ce soit une rente dynastique avec des fiefs qui sont passés de père en fils ou de père en fille, ou bien tout simplement des accumulations de capital qui fait que même un parti qui ne représente plus rien, comme par exemple le Parti socialiste français, continue d'avoir des élus parce qu'il y a un phénomène d'inertie et d'ancrage dans certains lieux. Donc la démocratie libérale représentative aujourd'hui aboutit probablement à une nécessité de refonte, une impasse. Moi, je pense que sans vouloir faire de propagande de base, je pense que l'une des clés pour repenser la démocratie, c'est effectivement de la réarticuler sur l'écologie et le projet écologiste. Et je vais me permettre de citer à la fin un grand écologiste qui nous a quittés en 2015 et qui était l'un des penseurs de Écolo, le parti francophone belge, que vous connaissez, mais que tout le monde ne connaît peut-être pas nécessairement, qui était Benoît Lechat et qui disait « l'écologie, c'est la démocratie comme projet ». J'ai un gros doute. Je ne suis pas du tout convaincu que la décarbonisation de l'économie change l'économie ou change la société. J'en suis d'autant moins convaincu que, par exemple, ça a été très bien mis en scène par un excellent auteur de science-fiction qui s'appelle Kim Stanley Robinson dans New York 2041. Il nous décrit un monde, 2141, il nous décrit un monde complètement décarboné. Un monde dans lequel la crise climatique a eu lieu, mais on a décarboné l'histoire, on a décarboné l'économie et autres. Et l'intégralité des problématiques socio-économiques et sociopolitiques qui nous obsèdent aujourd'hui sont restées les mêmes. On a toujours de la spéculation immobilière sur des fronts de côte complètement redéfinis, mais toujours. On a toujours un problème de répartition des richesses, on a toujours un problème de mobilisation des ressources et de mobilisation des citoyens. Donc moi, la décarbonisation de l'économie, elle peut nous permettre d'échapper au changement climatique, encore que ça ne soit pas suffisant, mais en aucun cas, elle ne suffira à redéfinir les rapports sociaux. Ça, j'en suis convaincu. Quelque chose qui nous permettrait de redéfinir les rapports sociaux, ça c'est évidemment beaucoup plus fort que la lutte contre le changement climatique, c'est la lutte contre la dégradation du vivant et la perte de la biodiversité. Pourquoi ? Parce que celle-là, beaucoup plus que le changement climatique, elle est ancrée dans notre rapport absolument inhumain à la nature. Nous avons un rapport non naturel à la nature. Nous avons un rapport, nous avons un rapport d'exploitation, tout simplement. Et dans l'exploitation, nécessairement, il y a une destruction. Il faut que nous apprenions à produire sans exploiter. Il faut que nous apprenions à vivre dans la nature sans nous sentir séparés d'elle. Alors que nous en sommes séparés. Nous sommes des individus séparés les uns des autres. Mais de la même façon que nous devons apprendre à vivre ensemble en tant qu'individus séparés, nous devons apprendre à vivre dans la nature et avec la nature en étant des prolongements de la nature et avec la nature en prolongeant de nous. Je crois que l'un des penseurs les plus intéressants là-dessus, c'est Philippe Descola, mais il n'est pas le seul. Il y a tout un mouvement de réappropriation en fait, de notre rapport au monde et de notre réincarnation et de notre réancrage dans le monde que l'écologie doit nous permettre de faire. Et ce n'est pas la lutte contre le changement climatique et la décarbonisation de l'économie qui nous permettra de faire ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais ça veut dire que ce n'est pas là que ça va se jouer. Ça va se jouer sur notre rapport à la nature, ça va se jouer sur notre rapport au vivant, au fait que le vivant, nous en faisons partie, nous en sommes partie prenante, et pas simplement soit les hôtes, soit les exploiteurs. Pour terminer, en fait, il faudrait qu'on redéfinisse aussi notre rapport à la propriété. J'aime bien citer ce genre
de référence un peu excentrique, mais si vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont vu de Crocodile Dundee, à un moment, Paul Hogan, donc le ranger australien, dit que pour lui, les questions de propriété, c'est comme pour les aborigènes, c'est comme deux puces qui se disputent de savoir à qui appartient le chien. Et là, on est exactement sur ce genre de problématique. La modernité occidentale, notre économie, notre rapport politique et nos rapports sociaux sont déterminés en fait par la définition de la propriété privée que nous avons faite grosso modo entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Toute notre économie et notre pensée provient de là. Nous devons absolument repenser notre rapport à la propriété. Ça ne veut pas dire la fin de la propriété privée, comme l'ont cru les communistes un peu naïfs. Ça ne veut pas dire non plus l'espèce de commons un peu mal défini qu'on nous sert souvent dans le débat. Ça veut dire en fait de changer notre rapport individuel aussi, et collectif évidemment, à l'environnement dans lequel on vit, à la terre, à l'air, au feu, c'est-à-dire l'énergie, et à l'eau.